Bienvenue pour cette première table ronde, construire un lieu pour se souvenir ce que Rivesaltes nous a appris. C'est autour de ce thème que dialogueront Denis Péchanski, historien et ancien président du Conseil scientifique du Mémorial, Agnès Langevin, vice-présidente de la région Occitanie, Hermeline Malherbe, présidente du département des Pyrénées-Orientales, Romain Passlac, représentant l'agence d'architecture Passlac et Roch, impliquée dans la création du bâtiment, Claude Vaucher, enseignante à l'origine du projet de pétition pour la création du mémorial, et Ketty Otero, membre de la commission mémoire du mémorial du camp de Rivesaltes. Ces débats seront modérés par Céline Salaponce, directrice du mémorial. Bien, en préparant ce 10e anniversaire du mémorial du camp de Rivesaltes, je vous avoue que je rêvais d'une table comme celle-ci. Une table autour de laquelle se retrouvent celles et ceux qui ont eu le courage de faire taire les silences et la détermination de construire un lieu pour se souvenir. Des femmes et des hommes qui ont osé croire qu'un ancien camp pouvait devenir un espace de transmission, un espace de recherche et d'humanité partagée. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être entourés de quelques-uns de ces pionniers, ceux qui ont mené le combat pour la mémoire jusqu'à ce qu'elle fasse histoire, les acteurs de la prise de conscience mémorielle, Claude Vaucher, à ma gauche, et Ketty Otero. Les bâtisseurs politiques, scientifiques de la préfiguration du mémorial, Denis Péchanski, à ma droite, Agnès Langevin pour la région Occitanie, Hermeline Malherbe pour le département des Pyrénées-Orientales, et enfin, l'un des auteurs de ce geste architectural hors du commun, Romain Passlac. Merci à eux d'avoir accepté de revenir sur cette aventure humaine et collective qui a transformé un site d'enfermement en un lieu de conscience. Alors, mesdames et messieurs, ici autour de la table, la première question que je souhaiterais vous poser, c'est quelle est votre rencontre avec le lieu? Cher Denis Péchanski, vous qui avez été président du conseil scientifique pendant plus de 20 ans ici, vous avez la parole. Bien, alors le lieu, je le connaissais par mes travaux, et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que ça s'est concrétisé, et ça a débouché sur une aventure qui a duré une vingtaine d'années, comme vous l'indiquiez, puisque au moment où j'ai soutenu mon doctorat d'État, à l'époque il existait encore un doctorat d'État, de même que j'avais une thèse de 3e cycle, donc c'est des choses que personne ne connaît aujourd'hui, mais les vieux comme moi, bon, voilà. Et ma thèse portait sur les camps d'internement en France, 38-46, donc évidemment il y avait quand même une place singulière donnée à Rivesaltes, et à l'issue de la soutenance, une dame s'est approchée de moi, c'était la directrice des archives départementales des PO, et m'a dit, écoutez, voilà, je tiens à vous faire passer un message du président du conseil, à l'époque c'était un conseil général, Christian Bourquin, il souhaiterait discuter avec vous d'un futur mémorial sur le site du camp de Rivesaltes. Est-ce que vous pouvez venir? Oui, non, etc. Donc ça a démarré comme ça. Assez rapidement, je l'ai retrouvé. Donc là, la soutenance, c'est de fin 2000. Début 2001, je me retrouve à Perpignan à discuter avec Christian. Et on a vu très vite que l'enjeu, parti aussi avec cette idée, mais c'était partagé par lui, l'enjeu c'était de pouvoir raconter une histoire à partir d'histoires plurielles. Bon. Parce qu'il y avait unité de lieu. Qu'est-ce qu'on pouvait choisir comme fil rouge qui puisse réunir des populations aussi différentes et au sort si différents que des Espagnols, des Juifs, des Tziganes, des prisonniers de guerre allemands, je passe encore d'autres, et puis bien sûr les harkis, plus de 20 000 harkis qui étaient passés par ce lieu.
Donc il fallait construire quelque chose, mais construire quelque chose qui soit une construction en commun, une histoire en commun, d'histoires différentes. L'histoire en commun, c'était l'histoire d'indésirables. C'était l'histoire de déplacements forcés de population. Ça ne pouvait pas être, et ça a été l'objet de la première partie des échanges dans le cadre de la commission mémoire, où à un certain moment, quelqu'un est intervenu, il m'a dit, écoute, c'est très simple, on va faire un tiers pour les Espagnols, un tiers pour les Juifs, un tiers pour les Harkis, chacun ayant la responsabilité, évidemment, de ce tiers. Donc ma réponse a été assez simple. Hein. Je dis, écoute, si tu veux, en tout cas, ça ne sera pas avec moi. Donc, parce que ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel je me situe, et en particulier sur le plan historique, muséal, scientifique et mémoriel. Donc, tu vas faire cette proposition au président, et s'il ne veut pas le faire avec moi, il le fera sans moi, ce n'est pas un problème. Et finalement, il a voulu le faire avec moi, et donc on a pris une autre base de départ qui était la même, partagée par les élus du département et de la région, c'était de dire qu'on devait construire cette histoire, mélange d'histoire, avec ses fils rouges, et avec quelque chose que j'ai... je dépasse un peu les 20 minutes que tu m'as données là, pour la première réponse, simplement parce que je vais comme ça présenter quelques flashs. C'est lors d'un congrès, Agir, qui était une grande structure nationale, qui existe toujours, de Harkis. Et je dois dire que j'ai eu un gros succès quand je leur ai dit, écoutez, vous avez une chance unique, c'était avant la construction du mémorial. Il va y avoir ce mémorial. Ça va être un lieu où les Juifs vont venir pour évidemment trouver trace de leur histoire dans la Shoah, et qui vont découvrir l'histoire des républicains espagnols, l'histoire des Harkis et tous ceux qui sont passés par le lieu. Vous, Harkis, vous pouvez avoir un lieu réservé aux Harkis avec simplement l'évocation de votre site. Là, vous avez cette chance unique. Parce que les Espagnols vont venir, vont découvrir aussi votre histoire. Parce que des scolaires vont venir pour découvrir Seconde Guerre mondiale, et ils vont découvrir la guerre d'Algérie et ce qu'a été le sort des Harkis. Donc le message qu'il y a derrière et qui est au cœur de ce qu'on voulait porter et qui reste le message, me semble-t-il, le message du mémorial, c'est l'humanisme républicain. C'est la conviction qu'on travaille ensemble dans la perspective des droits de l'homme, et ce n'est pas par hasard si Badinter si Robert a parrainé le site et était venu en 2006, et petite anecdote, je ne vais pas la dénoncer, mais quelqu'un qui s'occupait du site, qui n'était pas côté historien, mais plutôt côté administration, a une lourde responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pourrez pas trouver au Panthéon, vous ne pouvez pas évidemment ouvrir le cénotaphe, parce qu'il n'y a pas le corps de Robert, parce que Robert et Elisabeth ne voulaient pas être séparés, donc ils resteront. Lui sera et elle rejoindra au cimetière de Bagneux. C'est un cénotaphe, mais dedans, il y a en particulier une cuillère qu'il avait eue d'Auschwitz et une cuillère qui vient de Rivesaltes et que lui a donnée Marianne Petit. Donc je la dénonce officiellement, mais je pense qu'elle ne le regrettera pas. Robert me l'a montré quand je suis allé le voir. Il dit, tu vois, là, ok, d'accord. Et le fait que cette personnalité-là, de l'unéralisme, de l'humanisme qui est derrière ce projet, que ça soit cette personnalité-là qui soit derrière la pensée de ce musée mémorial, me semble crucial. Et en parlant d'humanisme, je pense bien sûr au déclencheur de cette prise de conscience citoyenne, Madame Vaucher, Madame Claude Vaucher. Vous qui êtes, pour moi, à l'origine de cette pétition nationale pour la création de ce lieu. Oui, c'est un fait, en effet. Pardon. Oui, en effet, je me suis trouvé avec Claude Delbas
à l'origine du lancement de la pétition nationale pour sortir le camp de Rivesaltes du silence, de l'enfermement, de l'oubli. Et en fait, c'est assez extraordinaire que ce camp, dont je n'avais jamais entendu parler, soit trouvé sur mon chemin, alors que, d'ailleurs on me l'a souvent dit, que je n'étais ni catalane, ni descendante de réfugiés espagnols, ni juive, etc. On m'a souvent demandé comment ça se fait que je m'étais trouvée dans cet endroit. Et moi, je dis que, évidemment, c'est le hasard, d'une part, mais de l'autre, ça tient à deux choses très importantes de ma vie, la Deuxième Guerre mondiale et la conscience, enfin, du fanatisme religieux, non, c'est pas le mot fanatisme, enfin, de la persécution religieuse. Voilà, je ne sais pas si je dois continuer à m'expliquer. Oui, c'est-à-dire que moi je suis une fille de la guerre, je suis née en 1930, à 9 ans j'étais sur les routes de l'Exode, en 1940 j'étais à Paris comme réfugié d'Alsace, parce que j'habitais l'Alsace jusqu'à la guerre. Ensuite, les Allemands, ayant fait main basse à nouveau sur l'Alsace-Lorraine, nous avons été exclus, on nous a pris tous nos biens, et on est arrivé à Paris en réfugié, une famille de 3 enfants, dans le Paris de la guerre, qui était probablement un des pires moments de Paris. Paris occupé, Paris mal chauffé, Paris mal alimenté, Paris, etc. Je veux dire, donc, sans vouloir faire pleurer dans les chaumières, c'était pas du tout un endroit agréable où se trouver, et j'en ai gardé un souvenir fort, et en même temps une certaine compassion pour les gens qui vivent dans des conditions difficiles lors des guerres et des crises, etc. Et ma deuxième raison qui m'a fait rencontrer profondément Rivesaltes, c'est la rencontre avec la persécution des Juifs. Pendant la guerre, pendant l'Exode, nous étions dans un village perdu de Haute-Loire, et nous sommes restés assez longtemps avant de pouvoir le quitter, parce qu'il n'y avait plus de pont, plus de train, etc. Donc on s'était liés d'amitié avec une famille qui avait 2 enfants, une famille juive roumain, qui avait 2 enfants, Daniel qui avait 8 ans et Suzette qui avait 14 ans. Et donc, quand ils étaient parisiens, et quand on nous a dit qu'on allait à Paris nous aussi, on a décidé de se voir. Et en fait, on s'est vus. Mais bon, ces enfants nous apitoyaient beaucoup, parce que même dès 1940, et surtout encore en plus jusqu'en 1942, ils n'avaient pas le droit de voyager dans le métro, sauf la dernière voiture. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans les parcs, ils n'avaient pas le droit d'aller dans les cafés, ils n'avaient pas le droit dans les cinémas. Ils avaient l'étoile jaune, ils étaient terrorisés. Mais enfin, bon, c'était quand même un peu de récréation pour eux. Mais un jour de 1942, ils ont sonné chez nous et ils sont arrivés absolument désespérés. Leurs parents, qui étaient des juifs étrangers, venaient d'être arrêtés, et eux qui étaient nés en France, ils étaient à ce moment-là à 10 ans et 14 ans, complètement abandonnés, sans protection, sans argent, sans rien. Et donc, ça a été un très gros choc pour nous aussi.
Et on a beaucoup pleuré ensemble. Et malheureusement, comme on était nous-mêmes réfugiés, on n'a pas pu faire grand-chose pour eux. Et je les ai perdus de vue provisoirement jusqu'à la fin de la guerre. Voilà, donc c'est comme ça que je n'ai pas du tout supporté quand j'ai appris que le camp allait être probablement que l'armée allait s'en défaire. Après, j'ai appris que des archives du camp partaient dans les poubelles, etc. Donc, je ne l'ai absolument pas supporté. Et j'ai écrit une lettre ouverte à la presse locale. À ma grande surprise, ils l'ont publiée. Et le jour d'après, Claude Delmas, qui militait depuis longtemps déjà pour le camp de Rivesaltes, pour sortir le camp de l'oubli, donc Claude Delmas m'a contacté et avec un projet de je cherche de pétition, voilà, un projet de pétition. Et on a travaillé ce projet de pétition, on a fait un texte qui nous convenait, et on est parti présenter et faire signer cette pétition à un maximum de gens, y compris évidemment les députés, dont M. Bourquin, le maire de Rivesaltes, le commandant en chef du camp Joffre, enfin, etc., etc. Et puis tous nos amis, et puis tous les gens que nos amis ont fait signer pour nous. Et voilà comment j'étais embarqué dans une aventure passionnante, mais ardue et très, très longue, parce que moi, je vous parle d'un temps qui date de 30 années en arrière. Voilà, je vous remercie. C'est important qu'on évoque. C'est important, effectivement, qu'on évoque toutes ces années, Denis en a parlé, Denis Péchanski, vous en parlez, Madame Vaucher, toutes ces années qui ont permis l'émergence en 2015, mais c'est tout un travail pendant plus effectivement d'une trentaine d'années, 20 ans, puis avant d'arriver en 2015. Toujours dans les humanistes, toujours dans les citoyens engagés, je donne la parole à Ketty Otero de l'association Trajectoire, qui représente aussi aujourd'hui toute la commission mémoire qui est aux côtés du mémorial depuis l'origine de ce lieu. En effet. Eh bien, je vais remonter à 28 ans en arrière, mais je vais être le plus bref possible, c'est promis. Je reprends ta question posée à Madame Vaucher, votre premier, et à Denis, votre premier contact. Eh bien, le mien est dû à mon histoire familiale. Ma mère a été internée au camp comme républicaine espagnole. Elle avait 18 ans, en 41 et 42. Et je suis allée lui faire visiter le camp 50 ans après qu'elle l'ait quitté, en compagnie d'un révusaltais qui était mon mari et qui était journaliste à l'Indépendant, Michel Youb. Ça a été un grand choc, mais en même temps, pour moi qui avais fait des études d'histoire, ça ne parlait pas, je n'avais pas de sens. Il fallait que je remonte l'histoire de ce qui s'était passé. Et puis, un autre concours de circonstances, c'était la période, c'était un peu avant la découverte des fichiers juifs. Michel Youb et Gérard Bonnet, qui était son chef à l'Indépendant, qui est ici, m'ont prié d'assister à un repas avec Jacqueline Veuve, la cinéaste suisse, qui est décédée en 1984, parce qu'elle faisait des repérages pour tourner le film extrait du livre du journal de Rivesaltes de Friedel von Reiter. Nous étions en 1996. Et j'ai fait la connaissance de Jacqueline. J'avais déjà lu le livre grâce à Michel Youb, parce qu'il avait été diffusé dans la région, mais
Bon, il n'avait pas fait plus de tapage que ça. Mais la synchronicité, si j'ose dire, entre la découverte des fichiers juifs et puis le film tourné par Jacqueline Veuve, qu'elle a présenté au théâtre municipal en décembre 1997, ça a été un coup, comment te dire, pour moi une gifle, parce que les gens semblaient découvrir tout ce que je connaissais là depuis 2 ans que nous en parlions. Et Jacqueline aussi nous apportait un éclairage différent en tant que citoyenne suisse, parce que nous sommes devenus amis et nous avons beaucoup échangé. C'était l'époque glorieuse des fax. Il n'y avait pas Internet, hein, et on se faxait beaucoup pour communiquer. D'autant que j'étais professeure au lycée Mayol et que nous avions entamé un programme européen qui s'appelait Socrate à l'époque, d'études des dérives des démocraties durant l'entre-deux-guerres, mais nous avons voulu que ce soit entre des élèves allemands de Berlin, des élèves français de Perpignan et des élèves espagnols catalans du Figueras. Et de manière à ce que la mémoire soit construite, mais avec des partenaires différents, chacun ayant son originalité et son histoire et son vécu. Et à partir de cette... nous avions lancé en septembre 1997 le projet, et en décembre, le film est projeté. Et à partir de là, il y a eu énormément de courriers, de gens qui se sont manifestés, très intéressés. L'Indépendance s'est fait l'écho de tout ce que nous faisions comme rencontre autour du camp de Rivesaltes. Camp de Rivesaltes qui était interdit de visite. On n'avait pas le droit d'y aller. C'était la délégation militaire départementale qui devait donner l'autorisation. Mon interlocuteur était le capitaine Alain Tadot, je m'en souviens, c'était il y a 28 ans, mais je m'en souviens parce que je crois que je l'ai contacté toujours par fax, presque toutes les semaines, pour lui demander l'autorisation de nous rendre au camp avec tel et tel groupe, telle nationalité. Un jour, un bus allemand avec des élèves allemands est arrivé et s'est garé à l'extérieur du camp, et les militaires sont arrivés. Qu'est-ce qui se passe? Des Allemands qui viennent sans autorisation. Puis bon, c'était en même temps un apprentissage pour les élèves. On n'entrait pas dans une propriété privée, à plus forte raison un camp militaire. Il fallait demander l'autorisation. Et voilà comment nous avons travaillé sur le camp, avec ensuite toute une histoire qui va se dérouler avec des dates importantes, hein, quand même. Je pense que la région, madame, c'est la DRAC qui a lancé, je crois, qui a donné le là, puisque la ministre de la Culture, à l'époque, qui était la maire MAIRE, Madame le maire de Strasbourg, j'ai oublié son nom, voilà, avait décidé de trouver des lieux patrimoniaux dans lesquels on pouvait célébrer l'année européenne de la paix, qui était l'année concernée. Alors, la DRAC, en 1999, a envoyé un de ses animateurs, un de ses fonctionnaires qui malheureusement est décédé, M. André Signol, qui m'a appelé au mois d'août pour me demander si nous accepterions d'animer les journées patrimoine des 18 et 19 septembre 1999. Non pas sur le camp, puisque nous n'avions pas le droit d'y aller, et à plus forte raison. C'était dangereux, le public n'aurait pas pu venir, mais dans la mairie de Rivesaltes. Et c'était la première fois que des élus étaient mobilisés, et c'est la région qui l'a fait, et ça a été remarquable, un franc succès. On a projeté le film de Jacqueline Veuve, et on a projeté le film que nous avions fait 3 mois plus tôt, parce que nous sommes allés avec nos élèves à Berlin, toujours en 1999, faire notre projet européen, et qui s'est terminé ensuite en 2000 dans la région avec notre rencontre où M. Klarsfeld est venu,
où les élèves des 3 nationalités ont pu s'exprimer et faire une expo, le tout dans un projet de mémorial, parce que c'était ce à quoi pensaient les 3 élèves des 3 nationalités, étaient arrivés à l'idée qu'il fallait absolument créer un lieu de mémoire. Les Allemands étaient familiers des lieux de mémoire. On l'avait bien pu le voir à Berlin, il y en avait dans toute la ville. Donc pour eux, c'était très simple, ils ont donné beaucoup d'idées, et tout ça a été exposé à la mairie de Mossette en 1999. Et puis en 2000, d'autres événements très importants. Je me le suis noté parce que ça fait loin, et moi je ne suis plus très jeune non plus. En juin 2000, voilà, Monsieur Bourquin réunit à Sals une, je ne dirais pas une commission, mais fait signer publiquement un contrat à la ville de Sals et à la ville de Rivesaltes pour l'acquisition du terrain, et de façon à faire un mémorial. Alors, nous étions une équipe d'enseignants très modeste, mais très convaincus et passionnés par ce que nous faisions, parce que la notion de transmission dont Céline parlait, dans le lieu où nous sommes, pour nous, c'est une chose que nous avions vécue et que nous vivons aujourd'hui, que nous savourons quand ça se passe ici, dans le mémorial. Et cette notion de transmission donc, faisait que nous étions partout, à toutes les réunions, y compris, et là, peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, le 18 octobre 2000, pour la première réunion de la commission historique qui s'est tenue aux archives départementales sous la houlette de Madame Nadine Gilbert, et tous les comptes rendus de toutes les commissions historiques avant l'arrivée de Denis, qui s'est faite en 2001, toutes les réunions se sont faites aux archives départementales. Au moins 1 ou 2 mercredis par mois, après-midi. Alors, vous voyez, je parle en tant que professeur ou ancien professeur. Vous savez, le mercredi après-midi, on renouvelle notre force de travail. Eh bien, on ne pouvait pas. On était obligé d'aller aux réunions, aux archives départementales, les uns et les autres. Mais ça a été passionnant. Et puis, Denis est arrivé. La commission historique a pu être structurée. Elle avait un comité scientifique et nous avons pu souffler. Voilà. On voit l'importance du politique, de la pédagogie. Alors précisément, je me tourne vers nos élus. À quel moment le sujet devient-il politique ici ? Alors je vais répéter bonjour à nouveau à toutes et à tous, et merci pour vos 2 témoignages, mesdames, parce que finalement, enfin 2 témoignages avec l'entrée en matière de Denis Péchanski. Mais on a là à la fois l'historien et puis les témoignages sur place. Et avant de répondre plus clairement à la question, au moment où on discute ensemble du renouvellement de comment on va scénariser l'espace, je dis une chose très claire. Je dis c'est bien de parler de ce qui s'est passé à ces époques en termes de souffrance, mais jamais on ne parle de celles et ceux qui ont mis le doigt dessus sur les années 97-2000. Et donc, je suis d'autant plus satisfaite aujourd'hui qu'on puisse l'évoquer, et encore en direct avec vous, mesdames, parce que Claude Delmas n'est plus là, mais effectivement, je trouve que c'est important aussi de signaler que s'il n'y avait pas eu certaines personnes à certains moments ou certaines réunions, eh bien, les choses n'auraient pas pu se faire. Et donc, c'est après ce mouvement, finalement, ou cette interrogation citoyenne de part et d'autre, que le politique a été effectivement sollicité, puisqu'à chaque fois, vous avez cité Christian Bourquin. Les archives départementales, c'est un service du Conseil général à l'époque et départemental aujourd'hui. Donc, c'était les services qui avaient effectivement mis en œuvre avant qu'on ait Marianne Petit qui soit recrutée spécifiquement, je crois, enfin, ou en tout cas, si ce n'était pas spécifiquement en termes de recrutement, c'est la mission qui a été confiée à ce moment-là. Donc, c'est à ce moment-là, effectivement, suite
à l'interpellation finalement citoyenne, et puis Joël mettait au niveau du journal, du journalisme, pardon, que le politique s'en empare, et il s'en empare d'abord effectivement à travers Christian Bourquin, et puis on le verra plus tard aussi avec la région de l'époque qui était présidée par Georges Frêche. Bref, c'est presque automatique le travail qui a été fait. Et rien à voir, mais ça a été le même principe pour le site de Poly, qui a d'abord été soutenu, défendu par des citoyens, des associations, avant d'être porté aussi par le politique. Donc tout ça pour dire que les uns sans les autres, sur des moments comme cela, on ne sait pas faire. Et c'est important de signaler que s'il n'y a pas les uns et les autres, parce que c'est ce qui décline ensuite le projet, parce qu'il était président, qu'il avait une possibilité, et puis parce que le terrain, une partie du terrain avait été transmis, parce qu'il faut se rappeler que le reste était toujours un camp, comment on dit, pas de transit, mais jusqu'en 2007. Hein. Donc, effectivement. Centre de rétention. Centre de rétention, merci beaucoup. Donc, on voit par là que ça restait utilisé alors qu'il s'était passé toutes ces souffrances, toutes ces choses, toute cette indignité humaine. Et donc, voilà, heureusement, vous avez été là, mesdames, et mesdames et messieurs, mais c'est mesdames qui sont là, le déclencheur, et puis le lien très vite, Denis, avec cette dimension historique, parce que eh bien, quand on est politique, on a besoin aussi, on s'engage, on part au combat sans problème, mais sur un lieu comme celui-là, chargé d'une telle histoire, enfin de toutes ces histoires, c'était fondamental qu'on réponde à cette interpellation citoyenne, mais c'était aussi fondamental qu'on sécurise, ou en tout cas qu'on s'entoure des historiens, des scientifiques, pour pouvoir avancer dans cette vérité qui est indéniable et qui parfois est interrogée, mais au moins elle reste là. Donc voilà le moment. Et pour la région, qu'en est-il ? Sur la même question, à partir de quand ça devient un fait politique, j'ai envie de répondre que l'oubli, l'effacement, un projet de destruction est en soi aussi un projet politique. Donc la question, c'est à quel moment le département, la région, les élus de la République que vous avez interpellés font ce choix politique de vous accompagner dans le processus, d'écrire les événements historiques, de recueillir les récits, les témoignages, jusqu'à ce choix de bâtir ce lieu qui est le mémorial. Et c'est en ça qu'on voit bien que la question du passage finalement entre les événements historiques que vous travaillez, que vous diffusez, que vous partagez, nous amène dans une vision du monde, dans un projet, je le répète, politique, à finalement adresser par le dépassement de la concurrence des mémoires, à adresser ce message d'universalisme et d'humanisme, je reprends l'expression de Denis, d'humanisme républicain. Donc en soi, y compris dans ce que nous vivons aujourd'hui, notre rapport à l'histoire, les représentations que nous drainons finalement en termes de mémoire, c'est un choix qui est éminemment et toujours politique. Merci. Monsieur l'architecte, qu'en est-il? Comment s'opèrent des besoins exprimés par des citoyens, une volonté politique, et comment tout cela se traduit-il dans ce bâtiment absolument exceptionnel? Eh bien, par un travail d'architecte qui a commencé d'ailleurs en 2005 à l'occasion du concours d'architecture qui a été lancé par le Conseil général à l'époque et qui avait sélectionné plusieurs équipes d'architectes. Rudy Ricciotti avait accepté de faire équipe avec nous. Nous étions, François et moi, beaucoup plus jeunes que lui, mais c'était un sujet déjà passionnant, bien que nous n'ayons à ce moment-là aucune connaissance du camp de Rivesaltes, des démarches précédemment engagées, enfin, dont on vient d'entendre le détail. Et c'est donc pour nous une découverte, véritablement. Dans le cadre du concours,
naturellement, on vient sur site, on découvre le site, son aspect physique, sa dimension, sa physicalité, l'immensité, sa taille. Le camp de Rivesaltes, c'est plus grand que le centre historique de Perpignan. Il faut s'en rendre compte. C'est une échelle qui est atypique, qui est singulière. On découvre également la fragilité des baraquements. Un camp immense, peuplé de baraques fragiles. On découvre aussi un climat et un paysage, cette steppe, cette plaine de paysages stépiques battus par les vents, extrêmement chaudes en été. Donc c'est vraiment un premier choc de la découverte du site en soi. C'est aussi un deuxième choc lorsqu'on découvre l'histoire du camp. Et rapidement, ce choc, qui va même s'accompagner d'une certaine sidération, nous amène en tant qu'architecte à avoir une réponse très politique, en tout cas nous questionner sur le sens à donner au projet. D'abord, avant même de répondre plus pragmatiquement à un certain nombre de demandes du programme, mais quel est le sens que l'on donne au projet? Je me souviens d'une posture de Rudy qui n'arrêtait pas de répéter ni oubli, ni pardon. Et cet engagement, enfin cette posture, cette position appelait un engagement à la fois politique, fort, et également une certaine dignité du projet. On se souvient qu'à l'époque aussi, il y avait comme, me semble-t-il, il y avait aussi l'hypothèse d'une restructuration d'autres îlots du camp en zone d'activité. Et donc nous avions la perspective de créer un mémorial qui aurait pu être au milieu d'une zone d'activité ou une zone comme on les connaît autour des villes, dans les zones périurbaines. Donc ça aussi, c'était une donnée d'entrée qui nous a, qui a rajouté une dimension supplémentaire à la manière avec laquelle a été imaginée la force du projet pour porter le message. Donc ce projet, il est singulier parce que, de par son implantation, le mémorial, Rudy Ricciotti a très rapidement identifié le cœur même de l'îlot pour positionner le mémorial. C'est une position radicale. Sa volumétrie également, ce monolithe minéral qui, comme il le dit souvent, rappelle la pierre de Balbec. Je ne sais pas si vous connaissez la pierre de Balbec, mais c'est le plus gros bloc de pierre taillé au monde, qui est encore dans sa propre carrière, couché comme ça, étendu, étiré dans sa grande dimension et dans sa masse et dans son poids. Et il y a évidemment cette matérialité, le choix du béton teinté, le choix du béton teinté sablé pour la partie extérieure, qui vient dialoguer avec la terre même du camp, qui en adopte la teinte, qui en adopte le rendu, la texture. Et il y a également la question de la lumière et de la vue. Tout ça marche en même temps, mais dans l'idée d'avoir une réponse non pas radicale, mais forte et surtout porteuse de sens, il y a, avec la volumétrie du projet et le fait qu'il soit très peu ouvert sur l'extérieur, l'intention de ne pas porter de pouvoir sur le camp. Rudy le rappelle souvent, ce grand monolithe couché en terre et non pas enterré, couché en terre et non pas enterré, se déploie, adopte la géométrie du camp, une géométrie dictée par le camp, mais se tient également à distance des baraques. Et le point le plus haut du mémorial ne dépasse pas la hauteur du faîtage des baraques. Donc il n'y a aucune prise de position en altimétrie de ce grand monolithe sur l'ensemble des baraquements du camp. Pour autant, il est au centre des débats, son corps même, sa physicalité même, s'inscrit dans le corps du camp, dans la terre du camp. Et le mémorial devient quelque part un peu aussi le camp. Dans ce choix de volumétrie élémentaire, il y a aussi une position de l'architecte de ne pas faire référence, en fait, de ne pas porter de signes qui pourraient être des évocations ou des liens avec des logiques soit
touristique, soit consumériste. On doit rester, pour pouvoir conserver la dignité nécessaire, on doit rester dans une sorte d'essentialité, d'expression primaire. Et donc, tout cela ne se fait pas n'importe comment, à la force en fait de l'implantation, à la force du message, à l'engagement politique des choix stratégiques du projet. On retrouve pour autant une organisation intérieure qui, justement, ne fait pas l'erreur de tomber dans le pathos et arrive dans une atmosphère qui est unique, hein, qui est propre et qui est singulière à ce mémorial, encore une fois, non ouvert sur l'extérieur, qui ne porte pas de regard sur le camp. On découvre le camp physiquement par la visite. Le mémorial, le bâtiment mémorial ne porte pas de regard sur les baraques. Ça aussi, c'est très important pour l'obtention de cette dignité. Mais à l'intérieur, on circule, on marche sur du bois. Je pense qu'il y a très très peu de cas contemporains, soit de musées, soit de mémoriaux, où on arrive à marcher sur du bois. Donc il y a une certaine, en parallèle de ça, il y a une certaine générosité, il y a une certaine subtilité dans le choix de la lumière également, qui provient du ciel. Il y a une sorte de rapport au ciel par l'intermédiaire des trois patios qui amènent la lumière dans ce projet. Il y a aussi quelques clins d'œil à la culture architecturale traditionnelle catalane, par tous les sols en terre cuite qui viennent habiter l'ensemble des cours. Ce n'est pas un projet qui est étranger à son territoire. Même s'il fait appel à un physique et une expression extrêmement droite, il y a quand même une révérence à son site par plusieurs aspects. Et puis, ce sens-là, cette dignité, elle est aussi portée par les choix de la scénographie, qui, à l'image du bâtiment, n'a pas fait l'erreur non plus de tomber dans une surenchère technologique, une surenchère de dispositifs. Il y a eu un choix d'une organisation par des éléments peu nombreux, mais assez francs dans leur disposition. La fameuse spina, colonne vertébrale centrale, support de la frise historique, et surtout les grandes images projetées en grande taille, directement sur les murs en béton, sur le corps même du mémorial, dans une sorte de franchise et là aussi de dignité, en fait, dans la mise en scène. On n'est pas dans le cinéma, on est véritablement dans un aspect brut et assez vrai, finalement, des images. Et je voulais revenir sur un point, c'est que l'absence de lumière naturelle dans les salles d'exposition ne correspond pas réellement à ce qui a pu être dit, à une volonté de reproduire l'enfermement. Non, bien au contraire, elle est plutôt liée, toujours, encore et toujours, à cette attitude de ne pas être dans l'espace scénographique et de pouvoir en même temps, comme sur un belvédère, porter un regard sur ce camp. Voilà. Donc, un grand engagement. J'aimerais terminer sur cette histoire d'engagement parce qu'il est réel à la fois dans les choix. Le projet résulte de cet engagement qui est aussi une prise de risque de l'architecte. Quand on a creusé, parce qu'on s'installe au milieu du camp, mais c'est pas juste un trait comme ça sur un bout de papier. C'est qu'il y a une réalité technique derrière, c'est celle de construire le projet. Et pour construire le projet, il a fallu terrasser. Et il a fallu terrasser très près des baraques. Et donc, je vous garantis que le moment du terrassement, les architectes n'étaient pas dans un état de sérénité totale. Il y a beaucoup de capteurs, tout a été fait pour que les baraques ne souffrent pas en fait de ce moment crucial du terrassement, et il y avait des capteurs de partout. Mais c'est un risque qu'il fallait prendre pour que le projet aujourd'hui ait cette place et cette aura. Merci. Monsieur le Président du Conseil scientifique, cher Denis, quelles étaient, selon vous, les priorités qui ont été actées ici, dès la construction du bâtiment dont on vient de parler? Et est-ce qu'aujourd'hui, le mémorial est au rendez-vous de la feuille de route qu'avait donnée Robert Badinter en 2006? Alors,
La première dimension, c'est le pari architectural, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que faut savoir que, bon, comme toujours, il y a un jury qui se réunit, c'est un concours international. Il y a eu unanimité sur le projet. On a été, mais scotché. C'était le seul projet qui avait compris qu'il fallait que le lieu s'impose à la construction mémorielle et non pas l'inverse. On avait des très belles propositions, mais c'est la seule proposition qui prenne en compte une évidence. C'est le seul lieu en France de l'internement ou de la déportation où il reste suffisamment de traces existantes pour que l'émotion soit là avant même de donner les clés d'intellection, les clés d'analyse, et qui sont données à l'intérieur de la visite. Donc là, évidemment, cet engagement-là a été tenu. Il reste, si j'ai bien compris, la règle, y compris dans la nouvelle scénographie. Oui, le mémorial est au rendez-vous aussi parce que les politiques sont au rendez-vous. J'ai parlé de Christian Bourquin. Je voudrais une petite anecdote. Ma première rencontre sur ce sujet avec Georges Frêche. Il m'avait convoqué, en quelque sorte, parce que j'avais négocié, j'ai discuté avec Christian en disant il faudrait quand même aller voir la région parce que c'est un peu cher, on va aller chercher des sous. Bon, alors il m'a dit tu y vas et puis tu vois avec Georges comment ça se passe. Bon, donc je vais le voir. Il avait 20 minutes, donc on a fait en 20 minutes de la guerre d'Espagne jusqu'à Jospin. Je ne dirai pas ce qu'il disait Jospin, mais je vais jusqu'à Jospin. Et à la fin, il me dit « Bon, combien tu veux ?» Voilà, c'est du Georges Frêche typique, tel que je l'aime bien. Ensuite, sur la dimension, je rebondis sur ce qui a été conservé, qui était très important, l'importance de la société civile, comme on dit dans notre langage, et une personnalité qu'on n'a pas encore citée, mais qui a joué un rôle important dans l'interface entre la société civile et le monde scientifique et le monde politique, et qui était très important sur Rivesaltes, qu'on ne doit pas oublier malgré ses errements récents, c'est Serge Klarsfeld, qui était vraiment crucial tout au long de cette période-là. Alors oui, c'est au rendez-vous. Et c'est au rendez-vous parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on respecte, et manifestement c'est la même chose, même si on n'en a eu que des éléments du nouveau parcours, on respecte ce qui était à l'origine même de ce programme, c'est-à-dire l'idée de rendre compte d'un message humaniste, de l'universalisme républicain autour d'histoires plurielles. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que nous sommes dans une société qui est mangée par le communautarisme et par l'atomisation, une sorte d'atomisation de la société, de repli sur soi, de rejet de l'autre. Là, on est dans tout le contraire. Et je pense que cette ligne de conduite, qui a l'air d'être toujours la même, et je m'en réjouis, oui, vous êtes bien au rendez-vous et j'en suis ravi. Et je termine sur un point extrêmement important. Si on peut avoir en plus un bus qui amène de la gare jusqu'au mémorial du camp de Rivesaltes, mais pas toutes les 55 minutes, mais une navette, des panneaux d'indication, c'est normal, le préfet n'est plus là, notre préfet était un superbe discours d'ailleurs, mais si il y a eu quelques panneaux, mais j'en voudrais plus. Bon, et puis sur l'autoroute, des petites choses là. Il y en a. Ah, ça a été installé. Bon Dieu, on le demandait pendant 20 ans, vous l'avez eu. Génial. Bon, donc nous progressons, mais c'est vrai que ça serait un moyen de faire venir encore plus de monde. Et j'insiste enfin sur la dimension qui était extrêmement chère, cette dimension internationale qui fait que,
et j'étais allé à ce moment-là, entre guillemets, négocier, mais il n'y avait rien à négocier avec les Espagnols, mais je suis allé à Madrid pour discuter avec le secrétaire d'État à la mémoire, et Rivesaltes est le lieu de mémoire des réfugiés espagnols pour les Espagnols, et c'est aussi le lieu de mémoire de ce qu'ils appellent l'Holocauste, parce que la Shoah. Donc c'est le lieu de mémoire de la Shoah pour les Espagnols aussi. Et cette dimension-là transfrontalière à laquelle tu tiens beaucoup et à juste titre, s'était concrétisée là. Et j'en suis absolument ravi. Je vais poser une dernière question parce que le temps nous est compté. Comment on associe demain, dans l'acte 2 qui s'ouvre aujourd'hui, finalement la société civile avec la disparition des derniers témoins? Je voudrais vous entendre et puis entendre Denis sur cette question et on conclura cette table. C'est une question que nous nous sommes posée il y a 30 ans, parce que nous étions environnés de témoins vivants, de gens qui avaient dans les 80 ans et qui, même un peu moins, et qui sont venus transmettre ce qu'ils voulaient transmettre. C'était un témoignage, bien sûr, on fait la différence entre la réalité historique et le témoignage, mais c'était des êtres vivants qui venaient parler. Et on avait décidé, avec les moyens très, très modestes que nous avions au lycée, de filmer ces gens, de faire des entretiens. Et nous en avons beaucoup que nous avons décidé de mettre à disposition des structures qui les demandent. À Trajectoire, nous avons cette association qui travaille sur le camp et l'histoire du camp de Rivesaltes. Il y a la possibilité de fournir un maximum d'enregistrements et de vidéos que nous avons faites. Bon, mais et il est évident que nous ne sommes pas les seuls. Et cette question, on y a répondu comme ça. Et puis les gens ont commencé à disparaître. Et ensuite, on s'est retrouvé devant des générations d'élèves devant lesquelles on ne pouvait pas faire témoigner avec l'émotion que représente le contact direct. Et ça a été quelque chose de très fort, moi, pendant des années d'enseignement, que ces gens dont on prenait la peine de dire à nos élèves, attention, c'est un témoignage, mais il faut comprendre pourquoi la personne peut témoigner de cette manière-là. Le plus important, c'est qu'elle témoigne et vous les entendez. Ça, c'est évident. Ce qui est très important, et dans ce que j'entends, c'est cette commission mémoire qui est là, finalement, depuis l'origine, composée de toutes les associations, certaines étaient déjà préexistantes. Trajectoire arrive, finalement, autour du camp de Rivesaltes, pour qu'ensemble, ils accompagnent la gouvernance du mémorial. Depuis, beaucoup sont dans la salle aujourd'hui. Denis, est-ce que tu voudrais bien répondre sur cette question de comment fait-on aujourd'hui avec la disparition des derniers témoins? C'est une question absolument cruciale. C'est une question cruciale parce que quand on a été prof, comme j'ai pu l'être, et qu'on pouvait demander à Lucie Aubrac, à Raymond Aubrac, à Lise London, enfin aux témoins, à Serge Klarsfeld, de venir témoigner dans les classes, l'effet de se retrouver face aux témoins qui ont connu cette période-là, ça laisse des traces toute sa vie. On le sait très bien, cette expérience pédagogique-là. Donc l'enjeu là, maintenant que, évidemment, les derniers témoins vont disparaître, c'est de trouver des relais. Et quels sont ces relais? Et tu le vois bien avec ces entretiens. Il s'avère qu'en lien avec le mémorial du camp de Rivesaltes, depuis 2012, quand on a lancé l'équipement d'excellence matrice qui était financé par les investissements d'avenir, par l'État, et qui a été aidé par le département et la région pour ce fonds de témoignages recueillis par le mémorial. On aboutit là, et c'est encore en cours, dans une ANR, comme on dit, témoin 3945, on aboutit à quoi? Dans un an, et là on a déjà, comme pour Rivesaltes, c'est déjà terminé, à la mise à disposition d'une base de données avec les témoignages audiovisuels de ceux qui ont été interviewés, à côté le texte qui défile
et qu'on voit défiler au fur et à mesure que la personne parle. Et on peut naviguer comme ça dans le texte ou dans la vidéo, mais aussi des descripteurs qui vont aider les enseignants à travailler, plus des résumés évidemment, et puis ça aide aussi les élèves. On a donc à la fois le choc émotionnel qui est toujours là, de la présence vraiment du témoin, et en même temps on peut travailler avec eux. Et nous on a eu une expérience récente avec un autre fonds de témoignages de la guerre, où une prof les a fait travailler comme ça avec ces textes et avec les vidéos, et parce qu'on note cette possibilité-là, possibilité d'extraire des passages de chacun des témoignages et de faire un montage fait par les élèves eux-mêmes. Et donc ça, sont des pistes. Là, on est en train de travailler avec l'Éducation nationale, et on pourra le faire ici, puisqu'en plus, tu as quelqu'un qui est détaché ici pour pouvoir travailler là-dessus. Donc discrètement, je l'ai sollicité tout à l'heure. Elle est à peu près au courant. Alors, je ne la dénonce pas, mais enfin, elle sait très bien sur quoi elle va travailler prochainement. Donc là, on a la possibilité vraiment d'un travail pédagogique, sans doute soutenu au plus haut niveau par le ministère de l'Éducation nationale et par les inspecteurs, parce qu'on a eu une rencontre encore récente, hier en l'occurrence. Et ça, c'est vraiment le défi de demain, parce que, tu le sais bien, c'était déjà le cas, mais il faut que ça monte encore en puissance. Le vrai public auquel on s'adresse, ce sont les scolaires. C'est là où se travaille l'éducation, et à travers un discours qui est un discours scientifique et une démarche pédagogique. Et c'est précisément l'enjeu de la refonte du parcours, de s'inscrire dans tout ça pour permettre que l'accompagnement matrice dont tu parles puisse être massivement déployé dans le nouveau parcours scénographique. Bien, il me reste à conclure. Moi, je tiens à vous remercier vraiment toutes et tous pour cette leçon d'histoire, mais aussi d'engagement. Vos paroles rappellent pour moi que ce mémorial, il s'est construit à hauteur d'homme et de conviction, à hauteur de souvenirs d'enfants, de femmes et d'hommes que ce lieu, finalement, chaque jour, honore. Alors, et pour ouvrir la suite de cette journée, place à la musique, avec quelques notes de l'ensemble, avec une esthétique, cette fois, autour de la musique klezmer et yiddish. On est hyper long.